Donc là, Armel vous a parlé du réseau retail, donc dans le principe, c'était et c'est toujours le principe de la commande client, vous l'a dit. Et en parallèle de ça, chez Fairmob, la valeur d'accessibilité est forte, donc on a développé, enfin, historiquement, il y avait déjà un réseau GSS qui existait, donc on a continué de développer. GSS, c'est grande distribution spécialisée. Ah ouais, comment c'est que c'est voilà, très important. C'est le principe du libre service, la GSS. Une grande surface spécialisée, c'est la mutualisation qui a dit. C'est-à-dire que contrairement au réseau retail dont vous parlez, Armel, quand vous allez dans les magasins qui sont nos clients, vous pouvez repartir avec votre mobilier et l'installer vous-même le soir. L'après-midi, ça dépend si vous allez chercher l'argent. Et donc, c'est vraiment ce principe-là. Donc, des GSS, il y en a déjà dans la liste des clients qu'on a vus, il y en a. Ça existe dans différents domaines en France, dans le mobilier, dans l'électroménager, etc. Il y a tout un tas de réseaux qui sont bien segmentés en France, parce qu'on est un des pays leaders de la grande distribution. Nous, nos clients à l'intérieur de ce réseau, ce sont les jardiniers. C'est-à-dire, nos grandes surfaces spécialisées, c'est essentiellement les jardiniers et la GSS. C'est-à-dire, on ne va pas vendre nos produits chez Darty, il n'y a pas de légitimité, ni chez Decathlon, il y en a encore moins. Mais voilà, on a tous ces enseignements. Donc ça répond à deux attentes. Un, l'accessibilité, on l'a dit, parce que c'est quand même plus simple pour Madame Michu d'aller chez Jardiland que d'aller dans un magasin retail au centre-ville, qui n'est pas forcément connu. Donc on essaie de manier ces deux réseaux en parallèle, et avec aussi l'Internet. Pour nos clients, c'est 25 centrales nationales, c'est 22 enseignes différentes, 1200 magasins, dont 700 actifs, parce que dans les jardineries, c'est pareil, des jardineries, il y en a beaucoup, mais toutes les jardineries ne font pas du mobilier jardin, et dans celles qui font du mobilier jardin, toutes ne font pas du Fairmob. C'est le principe de l'entonnoir. Là où on rejoint les problématiques qui nous unissent au sein de cette association, c'est qu'on a 7 sites de e-commerce existants, mais à la marque de nos distributeurs. Donc ça, c'est une donnée qui n'existait pas il y a encore 3-4 ans, puisque l'e-commerce est arrivé un peu comme un chien dans un jeu de quilles, et ça a mis tout le monde un peu en panique, donc il a fallu que chacun apporte des réponses à ça, à nos clients. Et voilà, juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc, mon activité est purement franco-française, parce que le modèle de GSS n'est pas développé à l'export, c'est vraiment en France, et ça représente à peu près aujourd'hui un quart du chiffre d'affaires de la France. À peu près la moitié du réseau. Et c'est un réseau qui est quand même dans ses fonctionnements assez sporadiques, puisque 90% des commandes passent par la force de vente de Fairmob. Donc on a une force de vente sur le dollar aussi, on n'oublie pas l'humain, même avec l'activité. Donc je vous l'ai dit, c'est en France uniquement ce réseau-là, et on a le modèle jardinerie, GLP et les clients. Donc le mode de fonctionnement de la GSS, vous le connaissez, c'est les centrales d'achat qui négocient des contrats, et puis après, c'est nécessaire et pas suffisant, puisqu'une fois qu'on a dit que l'on travaillait chez Truffaut, ou chez Botanique, le magasin peut décider de travailler ou pas, et sans passage de la force de vente, il ne se passera rien. Donc c'est rien qui ne convient pas forcément. On n'est pas encore dans ces réseaux traditionnels, arrivé au fonctionnement GSA classique, où on a des assortiments qui déroulent avec la supply chain qui est associée, etc. On n'est pas du tout dans ce cadre-là encore. Donc, chaque manière de négocier à l'intérieur de ça, et donc d'où la présence importante de nos commerciaux, c'est pour ça que j'étais là, ils ont des bonnes goûts en plus. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est ça. Bon, j'arrive pas à faire le point, mais 90% de la valeur des commandes passe encore par la force de vente. Donc oui, il y a le digital qui arrive, oui, il y a des choses qu'on met en place, mais il ne faut pas oublier d'où on vient et les limites du système. Parce que ça forme pas. Des ventes en magasin. La négociation, en fait, comme vous disiez, chaque magasin décide de faire ou pas, dans notre gamme, décide de faire telle ou telle couleur, on va les accompagner jusqu'au volume. Donc on visite les magasins, il y a vraiment des frais. On est sur un système aussi de saisonnier, donc ça veut dire qu'on fait des commandes de pré-saison. C'est-à-dire que cette étape-là est hyper importante, c'est des ventes. On va jouer 70% de l'année. Ça, c'est le commercial qui prend le devant. Voilà, c'est vraiment hyper traditionnel. Il va voir le magasin, il s'assoit avec le client et puis il dit on va faire la chaise bistrot, oui, quelle couleur, celle-là, 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 non. La table, tel format, celle-là, on va le mettre où dans le magasin. Enfin, c'est vraiment le service qui en main qui va jusqu'à l'implantation. Et vous avez un extranet client ou... Ils ont accès maintenant à un extranet client.
Mais c'est pareil, ce qu'il faut savoir, c'est que eux, en termes de distribution, ils sont beaucoup plus formatés, donc ils ont leur système de gestion interne. Donc ça passe par leur système, ça passe par du SAP, même de l'EDI, et nous on intègre ça automatiquement ou pas. Mais en fait, ils ne peuvent pas se servir, comme c'est des groupes qui sont, enfin, les groupes de distribution sont plus gros que nous, on s'adapte à leur mode de fonctionnement, mais on a essayé l'inverse, mais ça marche moins. Les mises en situation, c'est... Les mises en situation, dans les importations, c'est une négo du commercial avec chaque point de vente. Ouais. Et c'est même plus que ça, c'est même plus que la négo, c'est jusqu'à l'application. Parce que globalement, on a un modèle très spécifique. Comme le disait Armel, on a plein de formats, on a plein de modèles. Dire, voilà, monsieur le client, il faut une association de couleurs de tel et tel type, en fait, ça dépasse leurs compétences en magasin aujourd'hui. Donc on est vraiment dans l'accompagnement, et même jusqu'au final. Parce qu'on se frappe manuellement les importations. Alors c'est pas un système qui serait souhaitable, mais en fait, on est dans le pragmatisme. Il y a un moment, si on ne le fait pas, personne ne le fera. Et si on ne le fait pas, on ne le vendra pas, parce que tout faire notre qu'on est, quand on voyait des cartons alignés dans un univers, voilà. Donc c'est exactement ça, voilà. Quand on arrive dans un magasin, généralement c'est ça. Quand on repart, c'est ça. Ça donne un peu plus l'idée de ce que peut faire la marque. Ou ça, aussi, ça c'est bien. Vous voyez ça donne envie. Là, on voit tout de suite ce qu'on va acheter. Et quand on repart, c'est ça. C'est un peu plus clair au niveau de l'offre. En fait, c'est faire du boulot. Notre boulot, c'est faire du boulot en magasin. C'est faire du beau pré-vente. C'est là où on va se différencier. On a un positionnement de marque qui fait qu'on est obligé d'aller là-dedans. On fait ça. Les clients sont très créatifs, ils mettent des trucs sur les murs. C'est sympa. Et quand on repart, c'est ça. Donc c'est un petit peu différent. Et ce qui permet d'asseoir notre activité. Alors après, tout ça, on a des gammes spécifiques, hein, parce que vous imaginez bien que tout ce qu'on fait là, c'est pas avec les mêmes gammes que dans le retail, parce qu'autrement, ça serait un peu coincé. Donc on a des gammes qui sont différenciées par réseau, et avec des outils différenciés aussi. Mais en même temps, comme dirait quelqu'un d'assez connu actuellement, on a toutes ces gammes-là sur notre propre site. Donc il faut qu'on arrive à gérer ces contradictions, et c'est pas forcément très simple. C'est quoi la cohérence entre les prix de vente sur votre site e-commerce et les prix de vente en magasin? C'est une cohérence qui est profonde et reflétable. Globalement, on a décidé d'avoir un prix public sur le site qui est, on va dire, l'origine du retail, qui est vraiment celui qu'on a chez tous nos clients retailers. Et après, on a intégré nos gammes spécifiques GSS sur le site, mais avec un niveau de prix retail. C'est-à-dire qu'on vend sur notre site des produits 10 à 15% plus chers que ce que vous avez trouvé chez Botanique ou Jardin. En fait, il y a deux coefficients. Il y a le coefficient des retailers qui est à plus de 2, donc nous on a 2,07. Donc du coup, ça fait un TTC qui est à 57 pour la chaise bistrot par exemple. Et le coef des jardineries, tu es plutôt à 1,10. C'est différent. Différent. Toi, tu es plutôt à 53. On a dit entre le 53 et le 56. Donc effectivement, si vous êtes consommateur lambda, vous allez acheter votre chaise bistrot moins cher chez Ferdinand que sur notre site internet. C'est un parti pris qu'on a fait pour des raisons aussi de coûts logistiques, etc. C'est-à-dire que si je me fais livrer sur Ferdinand, quand je vais aller chercher mes colis, je vais voir que la chaise qui est vendue dans le magasin, elle est moins chère. Ouais. Mais on ne vous livre pas chez Ah, on les vend pas. Là, on a Ce qu'a expliqué Armel avant sur la mise en place des clients, c'est un vraiment... vendeur retail qui aura le même prix que ce que vous avez acheté sur le site. C'est vraiment sur la gamme sélective, c'est pas les mêmes produits. Et néanmoins, il y a un équipement via le site internet qui est quand même satisfaisant. Oui, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de se faire livrer à domicile et qui ne sont pas à 7 € près. Après, c'est vraiment des gammes très spécifiques. Hein. C'est quelques produits qui sont concernés. Sur cette différence de tarif. Il y a Bistro qui est présent sur tous les segments, mais c'est un peu l'exception. On a deux gammes produits qui sont présents sur tous les segments, et après le reste, c'est segment. Vous avez des statistiques consommateurs entre l'urbain et le non-urbain? Oula, des statistiques consommateurs. Non. Honnêtement, on n'en a pas. Ce que je veux dire par là, c'est que la problématique de livraison soit liée ou la différence de prix peut aussi s'expliquer par une présence de vos produits plutôt en campagne qu'en centre-ville. Non, en fait, on n'a pas de stats. De manière générale, dans l'univers du jardin, il y a très peu de stats disponibles, elles ne sont pas toutes fiables, et en plus, nous, on est dans une espèce de micro-niche qui fait qu'on travaille plus à l'intuition et à l'expérience qu'aux statistiques.
pour l'instant. Après, les seules informations qu'on a, c'est à l'intérieur de à l'intérieur de mes clients qui travaillent dans le web. Et je pense que c'est à peu près partagé, mais c'est lié à la spécificité de la marque. Il y a plus de 60% du chiffre d'affaires qui est fait en environnement urbain. D'accord. Des sites de nos clients, pas de Site de vente en ligne. des sites de vente en ligne des enseignes, vendent essentiellement du milieu urbain. D'accord. Je pense qu'on reste tradit, les gens qui veulent, qui habitent plus dans les milieux ruraux, ont la place, ils ont encore cette tradition d'aller en magasin, de choisir et puis de prendre. Après, il faut savoir aussi que sur nos produits, on n'est pas dans le primo-accident, pardon. Donc voilà, ça renforce ce côté-là. C'est-à-dire que notre cible de fait, elle est plutôt vers la quarantaine triomphante et le sur le fait que la problématique de prix n'en est pas une, quoi, puisque de toute façon, en étant... Ça en est toujours, parce que la lisibilité qui est maintenant amenée par les sites web fait que vous êtes en magasin, vous cliquez, vous pouvez dire le comparatif prix-pièce. Après, à vous de dire, est-ce que vous voulez vous taper 30 bornes pour aller gagner 2 €, ça se discute. Après, c'est vos jardineries vendent aussi en droit, je vends vos produits GSS sur leur site à eux. Oui, c'est ça où ça nous amène à ça. C'est le lien avec le e-commerce, c'est-à-dire que... On n'apporte rien. Ouais. En fait, on est multi-réseau, multi-pays, multi-tout. On met pas tous les œufs dans le même panier en termes de distribution. Alors parfois, voilà, ça c'est compliqué à gérer. Plus Amazon? Non, ah non, pas les marques. Voilà. On n'a pas joué encore. Non, après, non, mais cette réflexion n'est pas importante. Pourquoi? Il y a deux choses. C'est que, le réseau GSS, c'est quand même beaucoup plus structuré que notre réseau retail, vous l'avez compris, parce que les intervenants, c'est quand même des gros groupes. Quand vous frappez ADO et Leroy Merlin, il y a quand même un peu quelques milliards dans la balance. Donc en fait, cette distribution-là, c'est beaucoup interrogé avec l'arrivée du site e-commerce. Je parlais vraiment du chien dans la coquille, c'est vraiment ça. Ça les a mis en panique complète. Et donc, ils ont répondu de manière différente. Là, on rejoint la question qui était, il y en a qui ont développé Click and Collect parce qu'ils ne voulaient pas se fâcher avec leurs adhérents. Il y en a qui ont développé des sites centralisés, qui renvoyaient la gamme dans les magasins, d'autres qui livrent à domicile, des fois pas avec les mêmes prix qu'en magasin. Donc, pour le consommateur final, la cohérence dont vous parliez, elle est encore plus complexe à gérer pour les enseignes. Donc voilà, nous, à l'intérieur de ça, il faut qu'on arrive à sortir notre épingle du jeu. Notre approche pour l'instant, et ça va être l'avenir aussi de Fairmont dans la distribution, parce que on est en perpétuelle évolution, c'est comment on répond à ça. Donc notre réponse pour le moment, c'est de ne pas aller vers Amazon, des choses comme ça. C'est de vraiment rester sur nos clients tradis et les accompagner dans leurs excroissances web qui sont qu'un magasin de plus. Globalement, c'est de les accompagner là-dedans. Et qu'est-ce qui empêche un de vos distributeurs de vendre vos produits sur Amazon? Moi. D'accord. C'est juste le contractuel. Ouais, contractuellement, on interdit. Alors, là, c'est la cohérence qu'on a, c'est qu'on interdit complètement la place de marché. Combien de temps on peut tenir ça, je ne sais pas. Ça dépendra aussi, c'est la discussion que j'ai en ce moment avec les interlocuteurs. C'est que pour faire ça, il faut qu'on soit suivi. Si nos distributeurs ne suivent pas, ça va être compliqué, parce que vous allez voir l'usine, il faut quand même qu'on les passe, les produits. Donc chacun se positionne là-dessus, c'est un jeu de mots qui est en train de se placer. Il y a beaucoup de... C'est en mouvance pour ceux qui travaillent avec la distribution. On a un acteur principal qui est Leroy Merlin, qui a pris le taureau par les cornes et qui a pris des décisions assez radicales pour se positionner. D'autres qui sont à la traîne, d'autres qui sont assez pointus. Chacun fait des modèles de développement un petit peu différents par rapport au e-commerce. Et à nous de nous adapter pour faire l'offre la plus cohérente possible, y compris en termes de prix. Et c'est pas facile. Vous ne passez pas par des grossistes pour le retail, enfin les 200 points de vente, non, c'est en direct. Ouais. Et on a aussi une force de vente, je ne l'ai pas expliqué, mais il y a la force de vente retail, la force de vente DSS, la force de vente contract. Et sur l'export aussi, il n'y a pas de grossiste? Non. Si, on a un ou deux distributeurs qui sont loin, mais c'est pas un modèle qu'on veut développer dans des pays matures. C'est le modèle incontournable quand on débarque dans un pays, mais... Parce que c'est plus facile de maîtriser cette partie-là en termes de vente qui repartent sur le web après, qu'avec les grossistes. Oui. Non mais en France, c'est pas de grossistes. Donc ça va donner des visions plus claires. Et si vous croyez que c'est assez clair, eh ben non, parce que... Bien sûr. Sur la partie prix, vous avez l'air de regarder en fait ce qui se fait sur tous les marchés, notamment sur tous les taux. Vous avez un outil qui vous permet d'identifier en fait les prix sur les différents sites internet, sur les prix. Non, c'est nos clients qui râlent. Oui, alors je peux pas. C'est ça notre outil, c'est hyper. C'est le rallomètre. C'est le rallomètre et la Est-ce que vous pouvez compenser vos clients qui râlent en vous donnant l'information? On
on leur dit merci. On est hyper pragmatique, hein, parce qu'en effet, il y a des outils, mais sûr qu'il y a l'outil, il faut passer du temps dessus. Et puis on n'aura jamais Alors, la couverture de toute l'offre. Dans le mémo, il y aura des... Il y a des startups qui le font, ça je vous pose la question aujourd'hui, tu intègres Oui, la des qualité. couleurs, mais après, il faut le gérer. Et puis de toute façon, toute l'information remonte directement. On n'a même pas besoin, enfin moi je regarde, mais d'autres, mais tout remonte systématiquement. J'avais une question. Non, c'est vas-y, on va faire chacun. Même si vous récupérez l'info, vous pouvez pas les forcer, que ce soit en magasin ou en ligne, à vous attendre. Absolument pas, les prix sont libres dans les selon l'article 14.7 du Code du commerce, on ne force personne. Mais en contrepartie, vous êtes libre de les livrer ou pas? Ouais, c'est à peu près ça. Oui, c'est un question sur la durée de vie de vos produits. La durée de vie de quoi? C'est immortel. Par rapport à un renouvellement et votre business, un produit mortel, c'est un produit Alors, moi j'ai eu, ça je ne pas mon expérience personnelle, quand j'ai eu des enfants, je suis allé chez trouver une nourrice, et j'ai vu des produits dans une couleur qui n'était pas commercialisée par Fairmont, mais qui était un produit Fairmont. J'ai reconnu ce truc-là et je lui ai dit, mais où est-ce que vous avez acheté ça? Et en fait, en creusant, il était un peu plus élevé que le dessin traditionnel, et il avait 4 couches de peinture, c'était à sa grand-mère, qui avait le modèle en Montmartre, en fait, qui avait le truc, il avait 40 ans. Donc effectivement, ça peut nuire à la durabilité, mais je pense que les gens... alors, il y a plusieurs courants de consommateurs. Il y a le premier prix, vous achetez, vous savez que ça va vous durer 3 mois, vous l'achetez, vous payez. Il y a des gens qui veulent s'inscrire dans la durabilité. Après, nous, on a des accessoires, c'est-à-dire qu'on achète la chaise d'une première année, là vous êtes dessus depuis quelques heures, vous allez comprendre pourquoi on vend bien des coussins. Après, on achète des coussins, après on achète des lampes, c'est un ensemble. C'est comme ça qu'on va renouveler. Et puis après, c'est les couleurs, des choses comme ça. Il y a un gros marché d'occasion d'ailleurs sur nos produits, ça c'est drôle. Parce que on perd, enfin, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une table avec 6 chaises. Vous en prenez 2 d'une certaine couleur, vous changez 2 chaises, vous changez complètement la nature de votre terrasse. Parce qu'une table, une chaise Fairmont, ça ne jette pas. Non. Moi je suis de génération, elle finit sur terrain de pétanque. Ouais. C'est la même mot. Non mais c'est vrai. Parce qu'à un moment donné, elle est quand même en 70 ans. C'est rare. C'est rare. C'est rare. Vous n'avez pas de chance. C'est une simulation. C'est la question par rapport à ce taux de renouvellement, je pense. C'est pas tellement comme ça que je pose la question. Ouais. C'est plutôt de dire, ça fait pas si longtemps que ça qu'on considère le jardin comme la 5e pièce de la maison. Et qu'on investit dedans. C'est plutôt cet axe-là que nous, on a pris avec la marque, la couleur, tout ça, que l'aspect hyper fonctionnel du canapé qu'on remplace. On n'est pas du tout dans cette lumière-là. C'est pas pareil. Vous allez prendre des meubles rosés qui sont différents d'ailleurs. Oui. Vous achetez à l'époque, on achetait des meubles rosés, ils ont produit pour 30 ans. Ouais. Voilà, j'essaie de trouver les leviers de renouvellement sur un produit de qualité. La question, c'est de dire c'est un produit de qualité. Et comment, avec un produit de qualité, dans la durée, comment on fait pour se renouveler hormis la couleur, et après, sur la partie. Alors, sur la fidélisation du client, c'est ça. Donc, la fidélisation du client, nous, on est dans un modèle d'innovation. C'est-à-dire que toutes les croissances qu'on fait, c'est avec des nouveaux produits. Chaque année, on sort un nombre de nouveaux produits, mais c'est l'usine qui tire des cheveux. Mais c'est ça notre modèle. Donc, on a lancé les lampes il y a 4 ans, 5 ans, 4 ans. C'est gros carton. Et typiquement, le gars qui a une table Fairmont chez lui, qu'est-ce qu'il achète maintenant? Des lampes, des coussins. On fait des canapés, ce qu'on faisait pas avant. Voilà, il s'achète un canapé. Donc, en fait, on est vraiment sur une politique d'aménagement du jardin de manière globale. Une autre question. Alors, tu parlais effectivement des gens qui repeignent finalement leur chaise, parce que ça dure dans le temps. Est-ce que vous avez prévu également comme service pour des clients de pouvoir repeindre du matos qui a été abîmé ou qui a été mal stocké? C'est un service auquel on a pensé, mais pour l'instant pas dans le domaine du grand public. On peut avoir on l'a déjà eu fait pour des terrasses contracts. C'est-à-dire là où il y a... Après, vous rapatriez les tables, vous repeignez, puis vous rembourrez. Mais il faut un particulier pour emballer des produits, pour envoyer des pains, des rois. Puis avec des tables en aluminium. Là c'est compliqué, mais ça pourrait être une piste. Mais aujourd'hui, le coût de ce truc-là est complètement prohibitif par rapport à En fait, c'est des modèles de service qu'on regarde
effectivement comme des opportunités, parce que typiquement on parlait de la main sur la Côte d'Azur. On a sur la Côte d'Azur, la plupart des plages, on est sur des modèles de location sur tout ce qui est parasol. Donc la plage va le prendre à la saison, et hors saison, on prend les parasols, ils reviennent à Mâcon, ils sont démontés, entretenus, et le gars, la saison d'après, il a un parasol. Donc il y a une réelle valeur ajoutée finalement à traiter avec Fairmont. Voilà, donc du coup, c'est la question qui est posée, c'est comment est-ce qu'on peut transposer ces modèles-là qui fonctionnent sur de la main, sur une niche. Est-ce que c'est transposable dans un modèle Fairmont où, comme vous allez voir, on a une chaîne de peinture qui est bookée en permanence, jour, nuit, week-end. Donc si quelqu'un arrive et dit un particulier arrive et dit voilà, j'ai ma table et mes 6 chaises. Il faut vendre une gamme de peinture que vous allez appeler retouche, par exemple. Alors après, peut-être qu'un jour, si on met une nouvelle chaîne de peinture, on pourra garder celle-là pour faire ça. Mais c'est dans un coin de tête, effectivement, sur les nouveaux business models. Donc ouais, vous avez vu, là, on avait le modèle retail, on avait le modèle GSS, donc déjà on commence à mettre le cocktail, on se trouve qu'il y a un bazar. Et on va mettre la cerise sur le gâteau et la chantilly, c'est parce qu'avant de ça, on se met dans la. On se met en plus de la PAD, histoire de bien énerver tout le monde. Et alors,